controverse sur BFM Business. Et pour commenter cette actualité chargée, j'ai le plaisir de recevoir Roland Gillet. Bonjour Roland. Bonjour. Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Gilles Moec à vos côtés. Bonjour Gilles. Bonjour. Chef économiste du groupe AXA. Et Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Le premier thème, c'est retraite ou dissolution. Il faut choisir, et évidemment, c'est pas tout à fait le même coup selon que l'on parle de l'un ou de l'autre. Peut-être qu'on peut commencer par écouter Patrick Martin, qui était l'invité de RTL ce matin, et qui tire la sonnette d'alarme sur le coût d'un retrait ou d'une suspension de la réforme des retraites. On l'écoute tout de suite. Il faut arrêter de se convaincre que tout le monde est favorable à ce décalage. Comprenons bien les conséquences. Ça serait la faute la plus lourde ? Y compris sur les taux d'intérêt auxquels emprunteront non seulement l'État, mais moi, vous, pour un crédit à la consommation, pour un crédit immobilier, sur un marché immobilier qui est totalement figé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'horizon à 3 mois, c'est l'horizon à 30 ans. À un moment ou un autre, ça se paiera en croissance, ça se paiera en dette, ou ça se paiera en impôts. On est bien parti pour que ça se paye en impôts, notamment sur les entreprises. Il a raison, Patrick Martin. Mathieu Plane. Je crois qu'on ne peut pas faire fi du contexte politique, en fait. Oui, c'est vrai que cette réforme, c'est une réforme structurelle avec une montée en charge jusqu'à 2030. Donc, à partir du moment où on suspend, on met en pause, il y a un manque à gagner. La question, c'est est-ce qu'il faut accepter ce manque à gagner au moins provisoire et puis repousser ce débat-là à 2027 dans une présidentielle pour avoir un budget. L'idée, c'est quand même qu'on boucle un budget d'ici la fin de l'année, ou alors on dit, bon, on touche à rien et on sait que ça sera la censure, il n'y aura pas de budget. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Moi, je suis plutôt pour l'option, il vaut mieux un budget, quitte à faire quelques concessions et renégocier derrière. Mais par contre, bien sûr, il y aura un problème de financement, alors qui est assez faible à 2026, parce que c'est plutôt 500 millions. Ce qui n'est pas énorme dans l'enveloppe budgétaire globale. Mais ça monte après assez rapidement. Par contre, à 2035, il y a un manque à gagner de l'ordre de 6 milliards, voire un peu plus. Et puis, il y a le manque à gagner sur la croissance. On est plutôt à 13 au total. Donc, c'est ce qu'avait chiffré la Cour des comptes, effectivement, pour le conclave. Voilà, exactement. C'est le flash. Alors, c'était sur 63 ans et pas 62 ans et 9 mois. Et on ne touchait pas à la durée de cotisation. Ça, donc, ça veut dire que ça va coûter plus cher. Donc, ça peut coûter plus cher. 2 ans et 9 mois. Ça peut coûter plus cher. Là, l'idée, c'est que vous gagnez du temps, en fait. Vous gagnez du temps dans les négos. Vous rendez peut-être à quelque chose qui peut être voté alors qu'il ne le serait pas. Je pense que pour la France et pour les marchés, alors c'est sûr que c'est jamais un excellent message envoyé, mais je crois que le message de ne pas avoir de budget est pire que de dire on met sur pause cette réforme des retraites, mais il va falloir la reprendre, cette négo. Il va falloir la reprendre et on sait que de toute façon, il y a quand même un trou budgétaire à combler. Et donc, c'est la question va se poser sur les financements à trouver, sur quelles sont les bonnes modalités, et on renvoie le débat à 2027. Mais vu la situation, j'allais dire, est-ce qu'on a le choix ? Gilles Moec, est-ce qu'on sait quantifier le coût de l'instabilité politique, parce que c'est ces deux coûts qu'on mesure, combien va coûter la suspension de la réforme, mais combien coûte aussi l'instabilité politique qu'on connaît depuis juin 2024 maintenant. Je pense qu'on a 2 dimensions là. Il y a une première dimension qui est une dimension de marché. Là, il suffit d'aller regarder un indicateur assez commun qui est notre écart de rendement avec l'Allemagne. Oui. Donc voilà, on sait que la situation d'instabilité politique dans laquelle on est depuis la dissolution, elle est cohérente avec un spread de l'ordre de 80-90 points de base. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et on peut le dériver en termes de coûts supplémentaires pour le financement de la dette française. Ça, c'est un coût parti. Et ce que je note d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on reste dans cet échantillon, on reste dans cette fourchette entre 80 et 90 points de base, à peu près au travers de tous les épisodes divers et variés politiques depuis la dissolution. Donc ça, c'est un coup parti. Il y a un deuxième coup parti, c'est celui de l'impact de l'incertitude sur le comportement des ménages et des entreprises. Et là, alors, on peut avoir un débat avec Mathieu sur le sens de la causalité ou l'ampleur du problème. Mais on a un souci français fondamental qui est que, à la différence de beaucoup de pays qui étaient vraiment dans une situation très problématique il y a 15 ans, l'Espagne, le Portugal, etc., la France n'a pas de déséquilibre extérieur. Nous, on a en fait une situation dans laquelle notre désépargne publique est quasiment entièrement compensée par de l'épargne privée. Mais évidemment, donc ça veut dire que c'est durable ? On peut tenir ? À un coût près, c'est celui d'avoir une consommation des ménages qui, au final,
va rester en deçà de ce potentiel, parce qu'on a ce taux d'épargne qui, à chaque fois qu'on se voit avec Mathieu, on n'arrête pas de revoir en fait le niveau auquel on s'attendrait que le taux d'épargne atterrisse. Et ça, c'est quand même assez fondamental. On est dans une situation où on a un marché de l'emploi qui tient à peu près, on a des salaires qui tiennent à peu près, en tout cas, qui restent relativement dynamiques si on prend en compte le ralentissement de l'inflation. Donc on devra avoir un pouvoir d'achat relativement décent, et c'est plombé par un taux d'épargne qui est aujourd'hui extrêmement élevé. Et ça, c'est un coût de l'incertitude qui devient de plus en plus problématique, et on peut l'étendre également au secteur des entreprises. Je rappelle qu'en 2024, on était dans une situation assez inhabituelle en France. Les entreprises épargnaient plus qu'elles n'investissaient. Ce n'est pas une situation habituelle. Oui. Une situation habituelle, les entreprises utilisent l'épargne d'autres secteurs pour investir. 2024, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau André Pietri, président du JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. Bonjour. Bonjour André, bienvenue. La même question pour vous, finalement. Suspension des retraites ou dissolution, quel sera le coût le plus élevé pour la France et les Français ? Je crois que le coût le plus élevé, c'est celui qu'on paye un petit peu depuis 2022. Je veux dire, cette non-campagne du président de la République sur les retraites, c'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, c'est les non-dits. Donc si effectivement aujourd'hui on n'explicite pas de manière très claire qu'on réforme ou qu'on suspende ou pas cette réforme, quel est véritablement l'enjeu pour les Français, on fera juste reculer le coût massif qu'on a. C'est pas une question aujourd'hui de 3 milliards ou de 500 millions qu'on économise. C'est juste est-ce qu'on est capable de faire des réformes dans ce pays ou pas ? Je crois qu'on est vraiment sur un moment un petit peu décisif, et moi j'observe aujourd'hui que nos concitoyens se détournent de nos responsables politiques parce qu'ils ne sont pas capables de poser collectivement, je pense que tout le monde est dans le même collectivement les bonnes questions. Moi ce que je crains, c'est que là on célèbre 2 prix Nobel, mais on les célèbre sur l'innovation, et que c'est pas du tout le sujet aujourd'hui pour la France et les Français. Donc on a un vrai problème de leadership politique. On va y revenir effectivement sur le Nobel de Philippe Aghion. Roland Gillet, depuis la Belgique, comment on regarde la situation française ? Que ce soit depuis la Belgique ou depuis d'autres pays où je vais aussi souvent, que ce soit l'Espagne, l'Italie, on regarde la France qui a des problèmes alors qu'elle a un large potentiel, on vient de le rappeler. En plus, les problèmes, on a l'air de les découvrir, puisqu'on dit, maintenant, c'est vrai que vous avez battu tous les records d'incertitude d'un point de vue politique les derniers mois, mais si on regarde la déviation par rapport à, je vais dire, des critères juste de bonne gestion publique et du budget, depuis longtemps, la France a une trajectoire qui n'est pas, je vais dire, enviable. Et clairement, les problèmes s'accumulent parce qu'après, on ne prend, en plus, comme on l'a dit, pas de décision, d'où que ce soit la raison pour laquelle on ne prend pas de décision. Ce qui m'interpelle encore aujourd'hui, quand j'entends ce que vous dites, et que j'entends et que je conçois très bien, c'est qu'on va encore repousser les choses parce qu'il y a une échéance qui devient de plus en plus proche parce qu'on n'a pas pu trouver de solution avant, et qui est de dire, on espère, on peut toujours espérer dans la vie, que ça ira mieux et qu'on trouvera finalement sur les retraites, qui était le premier point quand même sur lequel Emmanuel Macron a voulu faire des choses, et qui est de nouveau reparti. Je ne dis pas Olympe, mais en tous les cas, qu'on souhaite éventuellement ne pas mettre sur la table, parce que celui-là, il est clivant, et comme il n'y a pas de gouvernement, voilà à quoi on arrive. Et l'Europe regarde derrière. Moi, je suis parfois étonné quand on me pose la question, tiens, en Belgique, vous avez aussi des problèmes, regardez, c'est une grève générale aujourd'hui, mais on a un gouvernement qui est obtenu au fédéral par des votes à la proportionnelle. Donc on a un petit parti qui n'est pas du tout dans l'optique des autres, il pose des gros problèmes, et donc ce parti, parce qu'il y a un taux de syndicalisation qui est quand même important en Belgique, est dans la rue, mais c'est toujours sur la même idée. On a un pacte de stabilité, on doit s'y tenir, on a des difficultés politiques, et donc à un moment donné, on aimerait bien que l'Europe mette en pause ce qu'on a, il y a peu de temps d'ailleurs, revu, les Allemands et les Français notamment, avec on a assoupli le pacte de responsabilité, avec un 4-7 ans, où on a déjà oublié le 4 et 7 ans, c'est 7 ans d'office, je parle avec des collègues qui le savent très bien, où la France a d'ailleurs beaucoup insisté, les Allemands beaucoup traîné, et aujourd'hui on nous dit même, mais parce que ce ne sera pas finalement dans 10 ans, étant donné toute la suite. Mais la Belgique est petite, nous à l'échelle européenne, on compte relativement ce qu'on compte, je ne vais pas dire peu parce que je suis belge, mais néanmoins beaucoup moins que vous. Vous, ici, avec le PIB de la France, avec la taille de la France, avec les enjeux que la France a, c'est 20% de la zone euro. Sur le plan géopolitique, avoir des incertitudes politiques qui revient quasiment à ne pas avoir de gouvernement, puisque pour le moment, il y a un bateau, il y a le capitaine qui monte dessus. Avant même de diriger le bateau,
le capitaine tombe, donc le bateau repart, on ne sait pas très bien. On remet avec le même capitaine. Oui, ici c'est avec le même capitaine, mais avant c'était pas le même capitaine, et on ne sait toujours pas. Et regardez d'ailleurs les agences de notation. Oui. Du côté de l'Espagne et de l'Italie, là on voit qu'elles révisent à la hausse. Oui. De notre côté, je trouve notre côté, puisque ici je suis en France et je suis heureux de travailler en France, on voit qu'elles sont très gentilles encore maintenant, et elles pensent d'ailleurs que le potentiel va rattraper ce qu'on est en train de voir pour le moment, avec des problèmes plus ou moins les mêmes. Nous, on a une note AA+, où la France est plus basse maintenant, pour des raisons qui m'échappent. Et à l'époque, pour avoir été impliqué dans des crises aussi bien en Grèce qu'en Espagne, on m'aurait dit un jour que ce qui se passe aujourd'hui arriverait, mais je ne l'aurais pas tout simplement cru. Donc je pense qu'on peut reculer le mur, mais je pense que l'épaisseur du mur grossit. Idem avec les taux italiens, qui sont passés sous les taux français. Mathieu Plane, on a une notation qui arrive le 24 octobre, dans 10 jours. Moody's va s'exprimer. Sauf surprise, on devrait être dégradé. Enfin, la surprise, c'est de ne pas être dégradé, vu la situation. Donc il faut s'attendre à une nouvelle hausse. Alors effectivement, on change du coup de qualité. À ce moment-là, si on a effectivement Moody's et Standard & Poor's qui nous dégradent. Mais j'allais dire, les marchés l'ont déjà pricé en réalité, parce que quand on dit on emprunte au niveau du taux italien, si vous regardez la note italienne, elle est 3 ou 4 crans en dessous de celle française. Oui, il y a donc une forme d'incohérence quand même. Et on est au-dessus de l'Espagne et le Portugal qui s'endettent à des taux beaucoup plus bas. Donc ce que valorise, enfin moi, c'est mon analyse, mais les marchés, c'est une prime de risque politique. C'est pas économique, Gilles l'a rappelé, les fondamentaux, ils sont pas excellents, mais ils sont pas catastrophiques. On a un problème de déficit, on le sait, mais ce problème de déficit, on pourrait le résoudre si on avait une stratégie de politique économique qui s'étale sur 5 ans de réajustement budgétaire. On a beaucoup d'épargne, comment on utilise cette épargne, comment on relance la consommation. L'investissement, l'innovation dont on a parlé, on pourrait faire des choses en fait, même si on sait qu'on est face à une séquence difficile. Mais pour réussir ça, il faut une stabilité politique, il faut une majorité. Et aujourd'hui, en fait, vous avez des scénarios, on ne sait pas ce qui se passe demain. En fait, on ne sait pas ce qui se passe demain, alors qu'on doit développer une stratégie à 5 ou 10 ans. On ne sait même pas ce qui va se passer cet après-midi. Donc, comment voulez-vous projeter ? À un moment donné, vous avez effectivement quand même un petit souci de déficit public, une dette publique qui est plutôt à la dérive, et comment on est en capacité collectivement de résoudre ce problème-là. Et donc, tous les scénarios sont sur la table, et les pires sont aussi sur la table. Et donc, c'est ça qui est valorisé aujourd'hui, à mon avis. Et c'est ça qui alimente l'incertitude. Quand nous, on a fait l'étude sur le coût de l'incertitude, sur cette épargne de précaution qui est extrêmement élevée, sur un investissement qui freine ou des reports d'embauche, ça nous a coûté, cette année, ça va nous coûter 0,4 points de PIB. Donc c'est 12 milliards. L'année prochaine, on prévoit 0,3 points de PIB. Du 9 milliards de plus. Et vous êtes déjà à plus de 20 milliards. 20 milliards, c'est beaucoup d'argent, en fait. C'est beaucoup de manque à gagner. Et donc, vous voyez, le coût de cette instabilité, je l'ai rappelé aussi, le niveau de la prime de risque. Alors, c'est pas enflammé, mais on est passé de 50 points de base à 80 à 90. C'est 30 à 40 points de base. La première année, ça vous fait 1 milliard de plus. Au bout de 10 ans, ça vous fait 10. C'est quand même très embêtant. Donc, moi, je pense que tant qu'on n'a pas résolu notre problème politique, on ne résout pas le problème économique. Le problème n'est pas fondamentalement économique, il est politique. Et le politique peut conduire à une crise économique assez violente. On va voir qu'on commence à la voir avec la hausse des défaillances, on en parlera tout à l'heure. Quelle option pour l'avenir du budget dans ce contexte parfaitement incertain ? Alors c'est un peu évidemment de la politique fiction qu'on va faire là, mais Gilles Moec, je me tourne vers vous. Je vais essayer de Dans le meilleur des cas, on vote un budget, on se met tous d'accord. On a un peu du mal à y croire vu le contexte actuel. Alors, moi, je vais me placer du point de vue de la réaction potentielle de marché aux différentes options. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà fait l'expérience l'année dernière, fondamentalement. On n'a pas réussi à voter un budget, dans le sens strict du terme, au 31 décembre 2024, et on est passé par la case loi spéciale. Donc, réplication, en gros, du projet de loi de finances précédent. Les marchés n'ont pas bougé. Les marchés n'ont pas bougé parce que ce qui comptait pour eux, c'était une chose très simple. Est-ce qu'il y a shutdown pour aller vite en France ? Oui. Il n'y a pas shutdown. On met sur pause, on attend. La continuité de l'État est assurée. Prime de risque reste là, et elle reste significative, on vient d'en parler, mais il n'y a pas eu de choc. Le marché, j'ai l'impression, dans une situation assez paradoxale parce que, d'un côté, on sent qu'à chaque fois qu'on s'approche du moment où des politiques alternatives pourraient être mises en place, à la suite d'une dissolution ou à la suite d'une démission anticipée. Là, on voit la prime de risque qui remonte. Pourquoi ? Parce que le marché recommence à pricer des scénarios alternatifs assez radicaux.
Voilà, on en parlait avec Mathieu à l'instant. Mais en même temps, et je suis parfaitement d'accord avec Mathieu, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut réussir à donner une trajectoire. Pour donner cette trajectoire, il faut retrouver un niveau de stabilité politique que l'on n'a pas aujourd'hui. Mais si, pour arriver à cette stabilité politique, il faut passer par une case où on a un risque de solution radicale, le marché va aussi avoir un moment de stress. Il n'y a pas de solution simple, en fait, aujourd'hui. Il n'y a même aucune bonne solution si... je vous écoute, là, Gilles Moec. Ça, c'est la réaction de court terme. On peut aussi soit avoir un moment de raison et un moment d'unité nationale, ça peut arriver, ou on peut avoir aussi, à la suite d'une clarification politique, une majorité qui mène une politique de consolidation budgétaire à moyen terme. Ce n'est pas non plus complètement impossible. Oui. Mais voilà, on a un éventail de solutions aujourd'hui qui fait que même si le marché n'a pas de stress très important, 80-90 points de base, c'est entre guillemets vivable. Oui. C'est la multiplication des scénarios problématiques, pour aller vite, qui maintiennent en fait tout le monde sur ses orteils, pour utiliser une expression anglaise. Enfin, on a l'impression que... Je voudrais apporter un élément peut-être un peu iconoclaste, mais on en vient presque à espérer un choc extérieur. Alors le choc extérieur, c'est pas la prise de contrôle par l'autorité de stabilité européenne, mais ça a été, ou bien par le FMI, ça avait été beaucoup évoqué. Comme évoqué par l'ancien ministre de l'économie et des finances. Je rappelle aussi, et peut-être pas un point de désaccord, mais un complément à ce que vient de dire Mathieu, sur le pire des scénarios est pressé, j'en suis pas sûr. La nouvelle ce matin du chef des renseignements allemands, c'est que apparemment la Russie est prête à tout moment à une offensive sur un pays de l'OTAN directe. Je veux dire, là-dessus, c'est pas du tout dans tous nos scénarios classiques. Et là, je ne sais pas que... Et effectivement, le vrai risque, c'est que c'est les pays les plus fragiles aujourd'hui, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de gouvernement, qui n'ont pas de stabilité politique interne, qui n'ont pas de consensus. Alors, on peut toujours espérer que dans ces moments-là, il y a un moment d'union nationale, on l'a vu dans le passé, mais je trouve que ça ressemble vraiment... Vous savez, il y avait eu ce livre qui est cité un petit peu à l'envi sur l'étrange défaite, mais là, je trouve qu'on est dans l'étrange défaite budgétaire. C'est-à-dire, le risque, c'est que petit à petit, on se perde dans une absence de vision complète, pour nos concitoyens en premier, évidemment pour les parlementaires, et que d'autres en profitent. Et ça, c'est ma grande inquiétude. C'est qu'aujourd'hui, on est le pays le plus fragile de la zone euro, et de très loin. Bon, pour apporter une petite dose d'optimisme dans cette non, mais ça devrait être assez sombre mais lucide. Ça devrait être un appel à l'action pour les parlementaires et à la raison. On peut se dire qu'en 2025, quand même, les comptes devraient recommencer à se redresser en France plutôt qu'à se dégrader. Mais on peut se dire des tas de choses. Je veux dire, on peut aussi se raconter, comme quand on va à Disney, des rêves qui viendront peut-être réalité. Par contre, moi je crois que, on parlait de l'épargne tout à l'heure, oui, il y a beaucoup d'épargne, mais en France, étant donné tout ce qu'on fait pour ne pas avoir une trajectoire claire, aussi bien pour les investisseurs que pour les consommateurs épargnants, ils s'épargnent de précaution. Ce n'est pas des gens qui le mettent en capital à risque. Ils n'ont déjà pas cette culture de capital à risque. Quand j'entends Nicolas Dufour parler à la BPI, il le dit lui-même autour de la table, quand on a vraiment du vrai capital à risque non garanti par des protections de l'État, si ça tourne mal, c'est difficile d'avoir des Européens et des Français en particulier. Et donc aujourd'hui, tout ce qui vient comme dose d'incertitude, en plus de ce que André vient de décrire maintenant, joue dans le mauvais sens pour le pays qui doit vivre ça. Et donc de dire on a une solution peut-être un jour, demain, après-demain, avec des capitaines qui changent tout le temps. Et en plus, la première réforme, parce que moi ce que je vois en France, dans le pays que j'aime bien, c'est chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'on doit bouger, en dehors de savoir si c'est pour les gens qui sont riches ou pour les gens qui sont plus pauvres ou même les gens du centre, il y a un blocage, c'est dans la rue que ça se passe, et puis après on dit « Waouh, qu'est-ce qu'on va faire ?» On revient en arrière. Et je pense qu'il y a une accoutumance d'inertie qui est installée dans la population, qui, à la limite, se dit d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on dit que c'est si grave ? Parce que même si c'était grave, même au moment du Covid, on est quand même passé au travers. Donc c'est plutôt on repousse le sol, on tombe et on se dit comment on repousse le sol, jusque maintenant tout va bien. Et c'est clair, c'est pas faux. Mais par contre, au bout du compte, et je viens sur une note d'optimisme, regardez ceux qui ont fait des efforts à un moment donné avec des crises bien plus graves, que ce soit en Espagne, surtout, où là, j'ai vraiment vu les choses avec la crise immobilière, ça touchait toute la population. Aujourd'hui, c'est sans doute pour une part, mais
ce que je veux dire, c'est qu'il mérite surtout de tout ce qui a été fait avant. Sanchez qui en récolte les fruits, mais ça a mis du temps, mais il a fallu à un moment donné qu'on change les choses, vraiment. En Grèce, ça a été pareil, là aussi, au début, bon, les Grecs, ils étaient autour de la table avec des travers qu'on leur connaissait. C'est au moment où on est arrivé après Tsipras, et j'ai connu toutes les étapes quand j'y étais là-bas, que finalement on a dit, maintenant on arrête les trucs, on le fait sérieusement. Le gouvernement qui est derrière a bénéficié du fait de dire maintenant on y est obligé, et regardez aujourd'hui. Donc je crois, moi ma question serait plutôt à mes collègues français et de manière générale, quel est l'électrochoc avant que ce ne soit un vrai choc? C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'il a fallu une pression toujours extérieure. Une bonne raison pour trouver qu'on a un problème politique, parce que maintenant c'est ce qu'on a dit tous autour de la table, on voudrait bien, étant donné le problème politique, ne pas régler l'économie tout de suite en disant tout ne va pas trop mal. Mais cette incertitude en dehors du coût qu'elle occasionne sur la dette qui est relativement gentille aujourd'hui, elle freine toute initiative qui va dans le bon sens, même une épargne qui est très forte. On aime bien aussi que les gens consomment, parce que la consommation fait aussi partie de la croissance. Donc aujourd'hui, des gens qui ont peur, avec un climat qui est incertain au niveau général, ça ajoute encore une dose qui ralentit l'activité, alors qu'elle est déjà un peu fragilisée par le contexte général. Ce que nous dit gentiment Roland Gillet, c'est que la France est un pays ingouvernable, avec un système totalement grippé, où l'économie s'est bloquée. Jusqu'à présent, c'était assez gouvernable. C'était la qualité et l'avantage de la Ve République, c'est qu'on fonctionnait avec des majorités et des alternances. Là, on a perdu tout ça. Et je pense qu'il faisait aussi une forme de force de la France, ou de son attractivité, ou de sa stabilité, y compris sur son refinancement de la dette. Parce que quand on regardait, en fait, on avait un taux d'intérêt qui était assez avantageux par rapport à notre niveau de dette. C'était aussi cette stabilité politique, je pense. Et ça, on l'a perdu. Et la protection de l'euro, peut-être aussi. La protection de l'euro. Mais on empruntait au niveau de la Finlande et de l'Autriche, quand même. Ouais. Donc voilà, ça pose quand même. Mais après, il y a d'autres atouts, des fondamentaux. On pourrait parler des fondamentaux macroéconomiques. Moi, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, ce que valorisent les marchés, c'est pas le pire des scénarios. Ils valorisent le risque politique. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça ira pas plus haut. J'en sais rien. C'est vrai que, on peut imaginer que si il y a un conflit qui apparaît, si il y a un blocage politique total, si on a une dissolution et qu'on sort avec une majorité avec un programme de rupture. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi le programme économique et budgétaire aussi du RN? On en a parlé. C'est quoi? Est-ce que ça va rassurer les marchés? Beaucoup de flou pour l'instant, oui. Enfin, sans parler du reste. C'est quoi notre insertion dans l'Europe? Voilà. Est-ce qu'on respecte les règles européennes? Parce qu'on n'en parle plus de ça, mais voilà. Et effectivement, on est quand même commencé à être un peu isolé sur la scène européenne. Donc, et on a la deuxième économie européenne. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, et là-dessus, des scénarios peuvent arriver. Vous avez une multitude de scénarios. Et c'est là où vous pouvez faire des probabilités, vous pouvez faire plein de choses. Et personne n'en sait rien. Et donc, est-ce qu'il y aura une réaction si vraiment il y a un moment de stress et d'inquiétude? Ou est-ce qu'en fait, on ne va pas s'en sortir? J'en sais rien. J'espère qu'on va s'en sortir. Bon, en termes de guidance et de gouvernance, je voudrais quand même rappeler qu'à Bruxelles, les gens qui ont fait les efforts trouvent, alors vous en doutez, ce qu'ils trouvent, ils trouvent que c'est injuste, que la France, elle dévie, et qu'elle a toujours de bonnes raisons de continuer à dévier, vu sa taille. Et moi, je leur réponds, parce qu'ils me disent aussi, ils sont parfois assez arrogants sur la manière de présenter les choses. Et donc, on est un peu content, il y a un petit sourire qui vient sur les lèvres de certains, en disant, voilà, ils connaissent un petit peu la difficulté. Je leur rappelle quand même que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne, quand il y en a un des quatre qui va mal, c'est mal pour tous les autres. Et donc, c'est pas une manière de faire. On se compare à la moyenne européenne maintenant en disant est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? Si c'est les gros qui tirent la moyenne vers le bas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de petits qui vont souffrir. Donc, j'entends quand même aujourd'hui qu'à force de faire ça, on a, un combat idéologique qui se passe au niveau des efforts et qui a fait les efforts et pourquoi on ne demande pas à un plus gros de faire les efforts qu'on nous a demandé à nous. Et donc, pour le nouveau pacte de stabilité, voir un grand pays qui peut toujours justifier, même s'il a des problèmes politiques, ne venez pas me dire que dans les autres, il n'y en a pas non plus, on puisse le justifier comme ça. C'est ça qui est gênant. C'est aussi l'Europe. On parle beaucoup de souveraineté. Je pense qu'il faudrait peut-être agiter le torchon de la troïka italo-espagnolo-portugaise qui débarque à Paris. Et peut-être que ça va faire réagir tous les tenants de la souveraineté, qui est quand même, là pour le coup, est un rare consensus au sein de l'Assemblée nationale. Un grand revers de l'histoire. Je n'ose l'imaginer, André. On va parler maintenant, juste après une très courte page de pub, de ces défaillances d'entreprises qui grimpent et qui inquiètent. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Merci.